Je m'appelle Manon. Dans la maison familiale, il y avait toujours 2 piédestaux. L'un était pour ma sœur. Chloé. Le sien était doré. Parfait. Déjà réservé pour Chloé, la future avocate d'affaires. L'autre était le mien. Il restait toujours vide. Ma passion n'était pas respectable. Elle ne cadrait pas avec notre banlieue huppée de l'ouest parisien. Ma passion, c'était l'odeur de la sciure et du noyer. La sensation du papier de verre sous mes doigts. J'étais ébéniste. Pour mon père, Philippe, c'était du travail sale. Du travail manuel. Pour ma mère, Béatrice, c'était juste une onde sociale. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible dans votre propre famille? Peu importe vos efforts, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Cette dynamique était gravée dans le marbre. Je me souviens, à 12 ans, avoir passé un mois entier à sculpter un ensemble de minuscules oiseaux en bois, très détaillés. J'en étais si fière. Je les ai montrés à ma mère. Béatrice a juste souri. De ce sourire crispé. Et a dit « Oh, c'est gentil. Manon, assure-toi juste de bien nettoyer toute cette sciure. » 1 semaine plus tard, je les ai vus dans la poubelle. Ce même week-end, Chloé a remporté un concours régional d'éloquence. Mon père, Philippe, a vidé toute une section de la bibliothèque du salon pour son trophée. Il est même allé acheter une nouvelle étagère rien que pour ça. Et le pire, c'est qu'il m'a demandé de l'aider à la monter. En grandissant, les enjeux n'ont fait qu'augmenter. Quand Chloé est sortie de l'école du barreau, elle a décroché un poste dans un immense cabinet d'avocats à Paris. Ils lui ont donné une prime de signature à 6 chiffres. Une prime à 6 chiffres. Mes parents ont organisé la fête la plus somptueuse que j'ai jamais vue. Tous leurs amis du club de golf étaient là, tapotant le dos de mon père. « Tu dois être si fier. »« Philippe, » disait-il, et lui rayonnait, le torse bombé. « C'est ma fille, une vraie carrière. » À peu près au même moment, j'ai reçu ma première grosse commande. C'était pour un chef local qui avait vu une de mes pièces. Il voulait un ensemble de planches à découper artisanales pour son restaurant. C'était ma première vraie commande professionnelle. J'ai gagné quelques centaines d'euros. J'étais tellement excitée. Je suis rentrée à la maison avec le chèque et je l'ai dit à mes parents. Ma mère a juste eu l'air confuse. Des planches à découper. Comme pour les légumes, mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. Il a ricané. Quelques centaines d'euros. La prime de ta sœur est supérieure au salaire annuel de la plupart des gens. Quand est-ce que tu vas arrêter de jouer avec des échardes et trouver un vrai travail? Manon? Je ne le comprenais pas à l'époque. Je ressentais juste cette piqûre froide et familière de ne pas être à la hauteur, mais avec le recul, je vois tout parfaitement. Je réalise maintenant que notre famille n'était pas une famille. C'était un système familial narcissique. Dans ce système, Chloé était l'enfant roi, l'enfant doré. Elle était celle qui faisait tout bien, celle qui prouvait au monde qu'ils étaient de bons parents. Ses réussites étaient leurs réussites. Elle était leur reflet brillant et parfait. Et moi. J'étais le bouc émissaire, celle qui était différente, celle qui ne rentrait pas dans le moule. J'étais le déversoir de toutes leurs déceptions, de toutes leurs frustrations, de toutes leurs peurs concernant leur propre statut social. Peu importait ce que je faisais ou à quel point je travaillais dur. Mon rôle était d'être le problème. Ce n'était jamais à propos de moi ou de Chloé. C'était à propos d'eux, de leurs égos. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner un jeu qui était truqué dès le départ. Je n'avais simplement pas réalisé que la seule façon de gagner était d'arrêter de jouer. Mais cette leçon ne viendrait que plus tard. D'abord, il y a eu l'humiliation. Le point de rupture est arrivé pour le 30e anniversaire de mariage de mes parents. J'avais décidé de le faire. J'allais fabriquer quelque chose de si grand, si beau, si incontestable qu'ils seraient enfin obligés de me voir. Ils seraient enfin obligés d'admettre que mon passe-temps était un vrai talent. J'ai passé des semaines, des mois à travailler dans le petit atelier de mon garage. J'y ai mis chaque once de compétence, chaque once d'espoir que je possédais. C'était une table de salle à manger pour 12 personnes, faite d'une seule plaque de noyer noir massif avec des assemblages sculptés à la main. C'était, sans aucun doute, un chef-d'œuvre. J'ai organisé la livraison le jour de leur grande fête d'anniversaire. Je suis arrivée tôt, le cœur battant si fort que je pouvais à peine respirer.
J'imaginais le souffle coupé de ma mère, le silence stupéfait de mon père. Être même de la fierté. Le camion de livraison est arrivé. La table a été entrée et placée au centre de leur grande salle à manger. Elle était parfaite. Les invités ont commencé à arriver. Tous leurs amis du club. Tous habillés en vêtements de créateurs. Je suis restée près de la table. À attendre. Mon père, Philippe, est entré dans la pièce. Une coupe de champagne à la main, riant avec un invité. Il s'est arrêté. Il a fixé la table. La pièce est devenue silencieuse. C'était le moment. Il a regardé ma mère, puis moi. Son visage n'exprimait pas la fierté. Il la tordait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il dit. Sa voix assez forte pour que tout le monde entende. J'ai dégluti. « Chest. C'est pour votre anniversaire. Je l'ai faite. » Il a laissé échapper un rire bref et sec. Un rire de pur mépris. « Tu l'as faite. » Manon, j'ai commandé un traiteur pour cette fête. Pas un projet de techno de lycée. Il s'est tourné vers ma mère. « Béatrice, pourquoi ce truc est dans notre salle à manger? Avant que je puisse parler ?» Il a fait signe à 2 membres du personnel du traiteur. « Vous deux, » aboya-t-il en pointant la table. « Sortez cetrugdic. Mettez-le sur le trottoir. Les éboueurs s'en occuperont. » La pièce était silencieuse. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. « Mettez-le sur le trottoir. » Il m'a ensuite regardé droit dans les yeux. Ses yeux étaient froids. « J'ai passé 20 ans à essayer de t'épargner cet embarras. Nous t'avons donné toutes les chances d'être respectable comme ta sœur. Si tu veux être une ouvrière manuelle. » Très bien. Mais aucune fille à moi ne le sera. Il a montré la porte. « Schorsch, tu n'es plus la bienvenue ici. » J'ai regardé ma mère. Elle fixait simplement sa coupe de champagne, refusant de croiser mon regard. Chloé, ma sœur, semblait pâle. Mais elle n'a rien dit. Je suis sortie. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai rejoint ma voiture, garée plus bas dans la rue, et je suis restée assise là. Tremblante, je fixais la maison. Et puis si elle a vu, les 2 employés du traiteur, peinant sous le poids, ont sorti mon chef-d'œuvre par la porte d'entrée et l'ont traîné dans l'allée. Ils l'ont laissé sur le trottoir, à côté des bacs de recyclage. Tout ce travail, tout cet espoir, posé sur le bord de la route pour les ordures. Les larmes sont enfin venues, brûlantes et colériques. Mais ensuite, quelque chose d'autre m'a envahi. C'était une étrange et froide clarté. J'ai réalisé que cette table n'était pas un cadeau. C'était une supplique. C'était ma dernière tentative désespérée de mendier une approbation qu'il ne me donnerait jamais. Au grand jamais, et alors que je regardais une voiture faire un écart pour éviter ma magnifique table, abandonnée dans la rue comme un déchet, la dernière miette de cet espoir désespéré est morte. Et à sa place, quelque chose de nouveau est né. On nous apprend que les liens du sang sont sacrés. C'est une phrase utilisée pour exiger la loyauté, pour excuser les abus. Mais on ne vous dit jamais quoi faire quand ce sang est toxique. Ce soir-là, j'ai appris qu'être renié n'est une menace que si l'on veut encore être possédé. Pour moi, ce n'était pas un rejet, c'était une libération. J'étais enfin complètement libre. J'ai démarré la voiture et je suis partie. J'allais enfin construire ma propre vie, selon mes propres plans. 4 ans, c'est le temps qui s'était écoulé depuis que j'avais quitté cette maison, depuis que j'avais vu ma table se faire traîner sur le trottoir. 4 ans de silence. Pendant ce temps, je n'ai pas seulement construit une vie, j'ai bâti un empire. Mon atelier de garage avait disparu. À sa place, se dressait l'atelier du bois vivant, un atelier showroom de 450 mètres carrés dans un quartier industriel réhabilité. L'air y était saturé de l'odeur du chêne blanc et du café. J'avais une équipe de 6 personnes. Nos pièces étaient présentées dans des magazines de design dont je rêvais autrefois. Je n'étais plus la fille qui mendiait de l'approbation. J'étais la patronne. J'étais l'artiste. Et je n'étais pas seule. Javais Thomas, mon fiancé, un homme qui aimait l'odeur de la sciure sur mes vêtements et qui trouvait mes mains calleuses magnifiques. Nous construisions notre propre vie, notre propre maison, en la remplissant de pièces que nous avions conçues, que nous avions construites. J'étais heureuse. Vraiment. Profondément heureuse.
La douleur de mon ancienne famille s'était estompée, remplacée par la chaleur de la nouvelle que j'avais bâtie. Puis, un mardi après-midi, mon téléphone a sonné. J'étais dans l'atelier en train de dessiner une nouvelle chaise quand j'ai vu le nom clignoter sur l'écran, Béatrice. Mon cœur n'a pas bondi. Il n'a pas fait mal. Il s'est juste arrêté. 4 ans de silence et maintenant ça. J'ai pris une inspiration, essuyé le graphite de mes mains, et j'ai répondu. Allô. Sa voix était exactement comme dans mon souvenir, sèche et froide. Manon. Je suis contente de te joindre. Comment vas-tu? Non. Ça fait longtemps. Rien de tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Béatrice? Ai-je demandé. Je l'ai entendu soupirer. Un son de profond agacement. C'est ta sœur. Chloé. Son cabinet d'avocat. Eh bien. Il y a eu des licenciements massifs. C'est un marché terrible. J'ai attendu. Je savais que ce n'était pas un appel de courtoisie. Elle cherche depuis des semaines et franchement, ça devient gênant. A continué Béatrice. Je suis désolée d'entendre ça. Ai-je dit? Ma voix plate. Oui. Eh bien. Ton père et moi en avons discuté. Et nous avons trouvé une solution. Une solution? Bien sûr. Philippe et moi sommes d'accord. Dit-elle, sa voix devenant soudainement professionnelle. Comme si elle me faisait une faveur. Tu dois donner un travail à Chloé. J'ai failli rire. Un travail? Pour faire quoi? On est un peu surqualifié pour une réceptionniste ici. Sa voix est devenue tranchante. Ne sois pas difficile. Manon, un vrai travail. Avec son esprit juridique, elle devrait diriger la partie commerciale. Gérer les clients. Les finances. Tu n'es évidemment pas équipé pour ça. Toi, tu peux juste. Du sais. T'occuper du bois. J'étais silencieuse. L'audace du truc. L'arrogance purement époustouflante. Après 4 ans, après m'avoir renié, après avoir jeté mon chef-d'œuvre à la poubelle. Ils appelaient pour exiger que je remette le contrôle de mon entreprise à l'enfant roi, pour que je puisse être l'ouvrière qu'ils avaient toujours dit que j'étais. Manon. Tu m'as entendu? Claqua la voix de Béatrice. Impatiente. C'est l'arrangement parfait. Ça redonnera confiance à Chloé. Je dois y aller. Ai-je dit? Ma voix était aussi froide et dure que de la pierre polie. Athens? Nous n'avons pas fini. J'ai raccroché. Je suis restée là un long moment. Le téléphone à la main. Je pensais que je serais en colère. Je pensais que je serais blessée. Je me sentais juste fatiguée. Et puis, pour la première fois, j'ai ressenti une petite graine sombre de pitié. Pas pour Chloé, mais pour eux, que ce soit tout ce qu'ils étaient. Ce besoin brisé, arrogant et désespéré de tout contrôler. Même la fille qu'ils avaient jetée. J'ai mis le téléphone sur silencieux et je suis retournée à mes dessins. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'avais raccroché au nez de ma mère. J'avais fait mon choix. Je suis retournée à ma vie. À Thomas. À mon travail, mais une semaine plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro inconnu cette fois. J'ai failli l'ignorer. Mais quelque chose m'a poussée à répondre. « Allô, Manon ?» Mon sang s'est glacé. C'était Chloé. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 4 ans. Pas depuis cette horrible fête. J'ai immédiatement monté mes défenses, me préparant à la deuxième vague de l'attaque. « Chloé, ai-je dit, ma voix sèche, écoute, si c'est pour le travail dont ma mère a parlé. » La réponse est non. Je ne vais pas. Manon, s'il te plaît. Sa voix n'était pas arrogante. Elle n'était pas exigeante. Elle était brisée. Elle pleurait. Je pouvais l'entendre chercher son souffle. S'il te plaît, sanglota-t-elle. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'il t'avait appelé. Je te jure que je n'aurais jamais demandé ça. J'ai tellement honte. Je suis restée là, complètement stupéfaite. Ce n'était pas la conversation à laquelle je m'étais préparée. La colère que je retenais, prête à être déployée, s'est juste évanouie. De quoi tu parles? Ai-je dit. Ma voix soudainement douce. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Pleura-t-elle. Je loge chez une amie. J'ai perdu mon travail. Manon? J'ai tout perdu. Et quand je leur ai finalement dit, ils
Ils m'ont regardé exactement comme ils te regardaient, toi. Elle prit une inspiration tremblante. Je ne suis plus avocate. Et soudainement, je ne suis plus leur fille. J'ai juste écouté. L'esprit vacillant. Tu dois comprendre, dit-elle, la voix désespérée. Tu penses que tu étais la seule dans une cage? La tienne était juste visible. Manon. La mienne était dorée. Je ne savais pas quoi dire. C'était la cage dorée de l'enfant roi. C'était moi qui devais être parfaite, dit-elle, les mots se bousculant. J'étais leur poney de foire. Je devais avoir les notes parfaites. Je devais gagner les trophées d'éloquence. Je devais entrer à Sciences Po. Je devais avoir la prime à 6 chiffres. Tout ça pour qu'ils puissent se sentir importants. Tout ça pour qu'ils puissent se vanter auprès de leurs amis au club. Chloé. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Comment aurais-tu pu, dit-elle. Un rire amer mélangé à un sanglot. Je détestais ça. Je détestais le droit. Je détestais chaque semaine de 60 heures dans ce cabinet qui me broyait l'âme. Mais c'était la seule façon pour qu'il me regarde avec. Avec de l'amour. Avec cette fierté. Sa voix se brisa. Et à la seconde où ça a disparu, à la seconde où j'ai échoué, l'amour s'est volatilisé. Juste comme ça. Je n'étais plus leur fille, Manon. J'étais leur symbole de statut social. Et au moment où j'ai perdu mon statut, j'étais tout aussi jetable que ta table sur le trottoir. Je me suis effondrée dans ma chaise de bureau. Toute la jalousie, tout le ressentiment que j'avais ressenti pour ma sœur parfaite toute ma vie. Tout n'était que mensonge. Elle n'était pas ma rivale. Elle était juste l'autre victime. Chloé. Ai-je dit? Ma voix à peine un murmure. Oh, est-ce tout? Nous avons parlé longtemps. Pour la première fois. Vraiment. Pas comme le bouc émissaire et l'enfant roi. Mais juste comme des sœurs. Elle m'a dit qu'elle en avait fini avec le droit. Elle était terrifiée. Mais elle envisageait de reprendre des études pour devenir architecte paysagiste. Quelque chose qu'elle aimait secrètement depuis toujours. Et je me suis surprise à être fière d'elle. Mais il y avait une chose qui me rongeait encore. Une pièce qui ne collait pas. Chloé. Ai-je dit? La voix calme. Je suis tellement contente que tu m'aies appelée. Mais je dois te demander, comment savais-tu que je m'en sortirais? À l'époque. Je veux dire, après la fête, j'ai failli abandonner l'ébénisterie pour de bon. Il y eut un long silence au bout du fil. Je pouvais l'entendre prendre une respiration tremblante. Tu as failli? Chuchota-t-elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu étais tellement abattue. Manon. Yes. J'étais terrifiée que tu les laisses gagner. Que tu prennes ce vrai travail dont papa hurlait tout le temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Confuse. Mon atelier. Ça n'est arrivé que parce que j'ai eu cette énorme commande. Celle qui m'a lancée. Je me souviens, dit-elle, c'était fou. Juste au moment où j'étais au plus bas. Cette commande anonyme est arrivée. Un tout nouveau cabinet d'avocats dans le centre. Ils voulaient refaire tout leur bureau. Bureau, table de conférence, bibliothèques, tout. C'était la commande qui m'a permis de louer l'atelier. C'était l'argent qui m'a permis d'embaucher mon premier assistant. C'était le début de tout. Je souriais. Rien qu'Annie Penson. Ce coup de chance incroyable. C'était qui? Ai-je demandé. J'ai essayé de savoir pendant des années pour les remercier. Mais la commande avait été passée via une société holding ou un truc du genre. La ligne resta silencieuse. Chloé, sa voix était chargée d'émotion quand elle a finalement parlé. C'était un nouveau cabinet d'avocats. Manon. C'était mon cabinet. Je me suis figée. Le téléphone a soudainement semblé lourd dans ma main. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu te souviens de cette prime de signature à 6 chiffres? Dit-elle. La voix brisée. Celle pour laquelle ils ont organisé cette énorme fête. Mon esprit s'emballait, reliant les points. Le timing. L'anonymat. Le cabinet d'avocats. Chloé. Non. J'ai utilisé jusqu'au dernier centime. Manon. Avoua-t-elle. Les larmes coulant librement maintenant. Dieu. Je savais que j'étais une imposture. Je savais que j'étais juste. Juste celle qui obéissait.
Mais je savais que toi, tu étais celle qui avait du talent. Je savais que tu étais l'artiste. Je ne pouvais pas les laisser te briser. Je ne pouvais pas les laisser gagner. Je ne pouvais plus parler. J'étais assise là, dans ce magnifique bureau qu'elle avait payé, entourée par l'entreprise prospère qu'elle avait secrètement fondée. Toutes ces années, je l'avais vue comme la rivale, celle qui avait tout. Et en réalité, elle était ma mécène secrète, ma bienfaitrice anonyme. Ma sœur, après mon appel avec Chloé, j'ai enfin compris la colère que j'avais gardée envers mes parents. Elle s'est juste dissoute. Elle a été remplacée par une sorte de pitié froide et tranquille. Ce n'étaient pas des monstres. Ils étaient juste vides. Alors, quand ma mère, Béatrice, m'a rappelé quelques jours plus tard, sa voix tranchante et exigeante, « Eh bien, as-tu parlé à Philippe ? Nous attendons que tu fasses ce qu'il faut pour ta sœur. » Je n'ai pas ressenti de colère. Je me sentais juste passer à autre chose. « Bonjour, Béatrice. » Ai-je dit, la voix calme. « Manon, arrête ces bêtises. Ton père est très contrarié. Tu vas donner le travail à Chloé. C'est clair ? Elle commencera lundi. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, vers l'atelier animé, vers la vie que j'avais construite, la vie que Chloé m'avait aidé à construire. « Non », ai-je dit. Le silence sur la ligne était lourd. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai dit « Non. Je ne donnerai pas de travail à Chloé. Et je ne vous aiderai pas. » J'ai fait une pause. Puis j'ai dit les mots que j'avais besoin de dire. Mais j'ai parlé à Chloé. Et je vais l'aider. En tant que sœur, nous organisons ces prochaines étapes pour l'école d'architecture paysagère. J'ai entendu une inspiration brutale. Tu... Quoi ? Paysagiste ? C'est juste. C'est du jardinage. Elle est avocate. Tu l'as empoisonnée. Espèce d'ingrate. Adieu, Béatrice. Ai-je dit, et j'ai raccroché. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. J'ai appris par Chloé ce qui s'est passé ensuite, après leur avoir annoncé qu'elle quittait le droit pour de bon pour étudier le design. Ils ont fait la seule chose qu'ils savaient faire. Ils l'ont reniée. Elle aussi, ils ont raconté à tout le monde au club. À quiconque voulait l'entendre. Quelle fille terrible et ingrate ils avaient. L'une menuisière glorifiée, et l'autre une avocate déchue qui joue maintenant dans la terre. Ils sont seuls maintenant, Philippe et Béatrice, dans cette grande maison silencieuse avec leurs meubles parfaits et leurs abonnements au club. Leurs piédestaux sont tous les deux vides. L'atelier du bois vivant est plus animé que jamais ce matin. L'air sent l'érable fraîchement coupé et l'espresso. Mon fiancé Thomas vient de passer pour m'apporter mon café préféré. Je suis à ma table à dessin principal. Je croque un nouveau plan. Un design de chaise complexe et magnifique. Je suis tellement concentrée que je n'entends pas la porte s'ouvrir. Tu vas t'épuiser. Tout ça est. Je lève les yeux. C'est Chloé. Elle tient 2 cafés et sous son bras, un énorme rouleau de plans. Elle a l'air heureuse. Ses cheveux sont en chignon désordonné et il y a une tache de fusain sur sa joue. Elle rayonne. Elle étale ses propres dessins sur une plaque de chêne blanc récupérée que je gardais de côté. Ce sont de magnifiques plans dessinés à la main pour un showroom extérieur intégré à un espace vert. « T'as une minute ?» demande-t-elle. Un sourire aux lèvres. J'ai une idée pour le nouvel espace de la cour. Si on utilise des graminées locales, on peut créer un système durable. Je souris et j'attrape mon propre crayon. On se met au travail. 2 sœurs qui construisent enfin quelque chose ensemble. Il m'a fallu 30 ans pour apprendre que la famille n'est pas quelque chose dans lequel on est. C'est quelque chose qu'on construit. Et ça vaut le coup de la construire. Non, avec les matériaux les plus solides. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si cela a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la construction d'une vie selon vos propres termes. Maintenant, je veux vous entendre. Qui est votre famille choisie ?